Et je me souviens que dans la première page du premier livre, j'avais dit que les miens, c'était ceux qui ne savaient pas qui étaient les leurs. Voilà. J'avais dit aussi que j'écris avec la voix, parce que c'est essentiel pour moi l'ancrage de l'écriture dans la parole, dans le corps. C'était quand même il y a 22 ans avant qu'on corporéifie à tour de bras. Et j'avais dit que j'écrivais en désespoir de cause du verbe causer. Façon de dire qu'un de mes lieux d'origine, c'est la place Jamal Fna de Marrakech où j'ai vécu. Vous savez ce que veut dire Jamal Fna, ça veut dire l'assemblée de ceux qui s'éclipsent, c'est-à-dire des morts. On y exposait sûrement des têtes de mort autrefois, mais le mot Fna en arabe et aussi en hébreu, c'est s'éclipser. Donc c'est un lieu où il y a plein de conteurs, donc j'aime raconter des pensées. Voilà. Alors quant au mouvement psychanalytique, j'ai apporté aussi un bouquin qui s'appelle Le peuple psy, où je décris ma façon de voir le monde psy. Vous y verrez une extrême sympathie de ma part pour tous les groupes, pas seulement parce que je n'y appartiens pas, mais parce que je trouve que chaque groupe, un peu comme chaque traduction de Shakespeare ou de la Bible, a un enjeu et qu'il essaye de le défendre. Et ça m'amène d'ailleurs au départ de mon propos sur le groupe, c'est que je vais essayer de ne pas m'en tenir à ce petit livre que j'avais écrit en 80, qui s'appelle Le groupe inconscient. Je peux vous le montrer parce qu'il est introuvable. Il est épuisé, donc voilà, vous ne l'aurez pas. Et c'est un groupe, c'est un livre où le titre lui-même était un programme. Le titre c'est Le groupe inconscient. Ça n'est pas le groupe et l'inconscient ou le groupe avec l'inconscient. C'est l'idée que le groupe, ça tient lieu d'inconscient à ses membres. C'est-à-dire qu'à la fois, ça les dispense d'en avoir un quand ça coûte trop cher d'en avoir un, et quelquefois ça coûte trop cher d'avoir un inconscient. Vous le savez, on va payer même très cher quelqu'un pour arrêter l'inconscient, hein, pour que vous ne l'ayez pas trop dans les pattes. Eh bien, le groupe tient lieu d'inconscient, j'avais équivoqué sur le mot dispensaire. Le groupe dispense de l'inconscient à ses membres. Et en même temps, les dispense d'en avoir un. Sauf s'ils ne marchent pas dans ces dispenses. S'ils n'ont pas besoin d'une dispense d'inconscient, ben, ils peuvent s'offrir aussi l'inconscient. Mais en principe, le groupe, j'invitais à le prendre comme une espèce de découpe entre les individus qui le composent, qui vont s'assembler, et l'inconscient. Je m'explique. Alors là, c'est une idée tout à fait claire, précise, et qui, vous allez voir, va éclairer, si vous voulez bien la pister, va éclairer la question qui est posée, qui m'a été posée au téléphone, et qui est, semble-t-il, celle-ci. En quoi les groupes tribaux sont-ils utiles, intéressants, etc. pour la pratique des groupes thérapeutiques? Je la prends comme telle, cette question. Et groupe thérapeutique, c'est comme pour les groupes de psychanalystes, il y en a des centaines d'espèces, vous savez. Et mon point de vue consiste non pas à dire voilà les vrais groupes thérapeutiques et voilà les faux groupes thérapeutiques, et voilà ceux qui ont un bon gourou et ceux qui ont un mauvais gourou, une mauvaise théorie. Mon propos consiste à dire chaque groupe a fait une découpe, un prélèvement à coup de hache dans l'espace qui nous sépare de l'inconscient et qui peut être dans nous, évidemment. L'inconscient, il est très loin, il est là-bas, puis il est très loin ici. Hein. Et on est entre deux.
Eh bien, une fois qu'un groupe a fait sa découpe, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, de quoi est fait le lien qui lie les membres et de quoi est fait le lien qui est supposé les faire transiter par l'inconscient. Voyez-vous? De sorte que le groupe dit tribal, qu'est-ce que c'est? Un groupe tribal, bon, si on laisse tomber les clichés sur toutes sortes, enfin, des illusions ethnologiques inutiles, à mon avis, parce que si les groupes tribaux servaient tels quels à éclairer les groupes humains, les ethnologues et les anthropologues seraient les plus grands thérapeutes de la Terre. On irait s'engouffrer chez eux pour se soigner, on sortirait soigné. Bref, ce serait effrayant. C'est pas le cas. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'un groupe tribal, c'est une pulsation de deux espaces. L'un, c'est la présence des corps qui s'y trouvent en tant qu'ils se reproduisent. Appelons cela transmission des corps. Et l'autre, c'est la référence aux ancêtres, à la filiation, aux ascendants, c'est-à-dire transmission du nom, transmission du lien symbolique, ou transmission de l'autre corps. Eh bien, d'une certaine façon, c'est aussi une découpe dans l'espace qui donne comme une fenêtre sur l'inconscient. Parce qu'un groupe tribal, c'est évident qu'on y va, qu'on y est déjà, il n'y a même pas à y aller, on y est. Et on y est pris entre la transmission de corps, de chair, de voix, de cris, de pulsions, de présence, et la transmission de cet autre corps, c'est-à-dire de ces morceaux du corps de l'autre, que serait le corps totémique pour faire plaisir à Freud et aux anthropologues, mais ça peut être aussi les prélèvements qu'on peut faire sur le corps de l'autre en tant que l'autre, c'est l'origine, c'est-à-dire l'ombilic de l'identité, l'ombilic des processus identitaires. En un sens, tout autre groupe est aussi un groupe tribal ou thérapeutique. Tout groupe est thérapeutique, même à titre préventif. On y est pour se soigner de l'angoisse, d'être seul, de la solitude, de l'absence de contact au sens physique, au sens animal du terme, etc. Donc, écartons cette idée de groupe thérapeutique en disant que la maladie humaine, qui est l'impossibilité de trouver un objet de désir adéquat et définitif, ou de trouver un autre qui soit le partenaire convenable, ça c'est bien connu que quand ça marche, ça donne des couples infernaux. Eh bien, cette maladie humaine que l'on peut appeler l'inadéquation radicale à soi-même et à l'autre, cette maladie se soigne dans les groupes, se soigne au sens, non pas forcément de se guérir, mais s'entretient. On entretient cette disharmonie radicale par des recherches identitaires essentielles ou accessoires. Parmi ces recherches, il y en a une qui est massive, et qui est celle-ci, c'est que je propose l'idée que dans tout groupe, les individus viennent pour rencontrer leur autre corps. Pour ça, j'ai une petite théorie qui s'appelle l'entre-deux, ou l'entre-deux corps, que je vais vous exposer en 2 mots, qui consiste à dire que chacun de nous a 2 corps. Ce n'est pas exactement le schéma corporel et l'image du corps à la Dolto, pas du tout même. Mais ça recoupe en passant. L'idée, c'est qu'on a un corps, et que ce qui s'est appelé âme au long de l'histoire, eh bien, c'est en réalité un ensemble de potentiels de corps qui ne s'incarnent pas forcément comme on le croit, comme on en a l'habitude, mais qui s'incarnent. Et c'est cette l'idée qu'on est en fait un entre-deux corps, et que lorsqu'on est mutilé, lorsqu'on est par exemple quelqu'un pour qui tout marche bien, et puis qui en réalité est complètement à côté de sa vie, on a besoin
de façon vitale de rencontrer cet autre corps autrement que sous forme de symptômes. Car normalement, névrotiquement, le symptôme, c'est ce qui nous sert d'autre corps. Aussi. Symptôme, le partenaire, par exemple. On se marie avec son symptôme, c'est une banalité. Ben oui, c'est une banalité navrante, et on a des histoires de rupture, de partage, de symptômes, etc. Bon. Un patient qui ne veut pas guérir, c'est un patient qui est tellement bien marié avec son symptôme qu'il ne veut pas lui faire cette infidélité. Et on le comprend, parce que trouver un autre symptôme qui tienne la route aussi longtemps, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, nous avons là ce constat qu'il faut ressentir dans toute sa violence, dans toute son intensité, c'est qu'on va dans un groupe pour rencontrer son autre corps. Quelquefois, cette rencontre se rabat platement et transférentiellement sur le voisin, la voisine, l'animateur, le moniteur, l'auxiliaire, le moi auxiliaire, etc. Très bien, pourquoi pas. Mais en principe, je dis bien, le potentiel qui fait qu'un groupe tient, et c'est ce que j'ai étudié dans ce livre, c'est qu'est-ce qui fait tenir un groupe. Et j'ai évidemment voulu, tout en aimant mon ancêtre Freud, prendre une autre piste que lui, soit dit pour vous répondre qui je suis. J'aime Freud, j'aime tous ceux qui créent quelque chose en psychanalyse, j'aime Lacan, bien que je ne sois pas lacanien, ni même anti-lacanien, j'aime Mélanie Klein, j'aime tous ces gens qui ont essayé de toucher à cette espèce de rapport à l'altérité. Et donc je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un groupe tient? Et question à laquelle Freud a répondu un peu hâtivement en disant que c'est la mise en commun d'un élément idéal. Le corps du père, qu'on est en train de grignoter, ou le corps de la mère dans lequel on est en train de barboter, mais il y a d'autres approches du corps de l'autre et de l'autre corps qui sont mises en acte, déployées dans le rapport au groupe, dans la présence au cœur du groupe. Le hasard a fait que là, comme je suis venu, quelqu'un m'a dit que vous avez parlé de la danse. Dans ce livre sur le groupe, j'avais analysé, parce que je me trouvais à New York à l'époque, un groupe de danse de Trisha Brown, et ça avait été illuminant pour moi parce que je voyais un groupe de danse contemporaine qui s'agençait, qui faisait sa recherche de l'autre corps à travers un objet qui était une baguette, et qui, en quelque sorte, structurer ses mouvements comme un groupe thérapeutique pour essayer de capter l'objet qui serait porteur du groupe ou porteur du désir du groupe. On pourrait dire le phallus dans un jargon, à mon avis, inadéquat. Pourquoi pas? Ça peut aussi être le phallus, mais là, c'était juste une tige, un bâton long, qui faisait lien et qui permettait au groupe de se délier. Et qui, en quelque sorte, introduisait cette problématique qui est la quête de l'ouverture dans l'autre espace, de façon à ce que, à travers cet objet porteur de désir, on accède à l'autre corps, on puisse rencontrer l'autre corps. Et depuis, j'étais obligé de développer ce point de vue dans un livre sur la danse, où je montre que le corps dansant, que j'appelle le groupe dansant, même si c'est un individu, le groupe dansant, et ça pourrait éclairer votre propos, cette question, le groupe tribal et le groupe thérapeutique, eh bien le groupe dansant, le corps dansant, est à la fois les deux. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours la danse africaine ou folklorique sous la main, mais il essaye de plonger dans la nuit de l'espace pour trouver le point de retournement où chaque corps puisse naître à lui-même, puisse se donner ce qu'il a, se donner cette vie qu'il possède et qui jusque-là est inerte. Autrement dit, le groupe dansant explore ces deux choses à la fois, c'est-à-dire aller se soigner son manque de corps, en allant toucher l'autre corps sous forme spatiale et temporelle, et en revenant pour ramener la bonne nouvelle au public en disant voilà, j'ai touché l'autre corps, tenez, touchez-moi, vous allez voir, c'est splendide, c'est lumineux, c'est chargé d'amour, parce que toucher l'autre corps, c'est toucher au sens même
ce rapport comme ça au corps, prenez-le comme le corps du groupe cherchant le contact avec l'autre corps, mais cette recherche peut se simplifier jusqu'à en venir à cette hypothèse où c'est le groupe lui-même qui tient lieu d'autres corps. Mais quelquefois, pour les individus, la recherche reste ouverte, c'est-à-dire qu'ils vont buter sur la surface du groupe, ou sur la carapace du groupe, ou sur la peur du groupe. J'avais mis en sous-titre ici le lien et la peur, parce que j'ai été fasciné quand j'ai écrit ce livre, c'était l'époque de la dissolution du mouvement lacanien, et j'étais fasciné, peut-être même bouleversé à l'époque, de voir comment les groupes psychanalytiques qui étaient censés déjouer les emprises du mythe, de la mystification, etc., la répétaient en eux sous la forme de cet objet porteur de désir qui devenait l'objet de la peur, un objet phobique. Par exemple, dans un groupe, la peur que quelqu'un dise quelque chose qui a touché au non-dit. Ça m'avait même amené à avancer la formule. Un groupe, c'est un ensemble de gens décidés à se taire sur la même chose. Je pense que dans le groupe, il peut y avoir la peur de la mort si l'autre corps est avant tout représenté ou imaginé comme un danger de mort, si l'autre inconscient est imaginé comme dangereux, mais peut-être toute autre chose. Puisqu'on est quand même dans la question des groupes tribaux et des groupes thérapeutiques, j'aimerais ajouter deux petites remarques à ce que j'ai dit. Premièrement, il y a une tribu qui a fait un boulot extraordinaire pour articuler ces deux extrêmes qui sont son existence comme tribu et en même temps sa résonance avec ce que pourrait être un groupe thérapeutique. Cette tribu, elle s'appelle tribu, exactement. C'est pas la tribu des Kashinawa ou des Inuits, etc. C'est une tribu qui a laissé un texte, la fameuse tribu de Judas, qui a présidé à l'écriture d'un bouquin qui s'appelle la Bible. Elle a été préoccupée, hantée par le pont entre ces deux choses. Premièrement, son existence comme tribu et l'invention de ces mythes, à savoir, de ces mythes, c'est le cas de le dire, l'invention de ces mythes, à savoir qu'elle avait une mémoire, et qu'elle était préoccupée de sa transmission. C'est-à-dire que l'existence des corps était consacrée à la transmission de la mémoire et de rien d'autre. Et qu'à la limite, l'objet porteur de désir là-dedans, il consiste à dire, nous avons un passé, c'est-à-dire une mémoire qui d'ailleurs ne dit pas que du bien de nous, et nous sommes promis à avoir un avenir. C'est ça la promesse. Promis à avoir un avenir. Si un groupe peut dire qu'il est promis à un avenir, ça veut dire qu'il a en lui un objet porteur de temps qui vibre en lui et qui lui donne du temps de vie. Voilà, c'est une première remarque. Et naturellement, l'étude de cette correspondance, pour moi, elle m'a pris beaucoup de temps. J'ai appelé ça une transmission d'inconscient et ça a été l'étude des textes qui se sont faits et à travers lesquels se sont élaborés tous les gestes élémentaires d'une tribu, le sacrifice humain éludé, le don de la parole, la lutte entre deux femmes, etc. Tout ça s'est élaboré en fonction de l'exigence de vivre ensemble pour se soigner de la vie, se soigner de la maladie que c'est, de jouir, de souffrir, de mourir, de vivre, etc. Et pour se soigner, mais au sens positif du terme. Oui, dites. Oui, si j'ai bien compris votre pensée, il y a un risque de fétichisation de la chose. Mais n'y a-t-il pas un aussi grand risque, voire un plus grand risque de fétichisation du verbe, du nom, du mot? Et bon, les exemples abondent, où ce n'est plus la chose, mais la parole qui est fétichisée. Alors, non seulement il y a le risque que la parole soit fétichisée, mais il y a le risque que le groupe lui-même soit fétichisé. C'est-à-dire bon, j'y étais très vite, mais quand je dis qu'un groupe tribal, c'est un groupe où du corps se reproduit, à travers la parole qui se reproduit, il est évident que c'est tressé. Le corps se reproduit
À l'instant de la transmission de corps, il y a tout ce qu'on sait, il y a la parole pour le délivrer de cet univers archaïque, il y a, et même pour lui donner vie, pour le nommer, etc. Et il y a en même temps l'incarnation, le fait de donner corps à des paroles. C'est tressé, c'est croisé, ces deux transmissions. Et il est évident que lorsque on fait bon marché de l'une ou de l'autre dimension, elles reviennent en pleine figure à ceux qui en font bon marché. C'est-à-dire que le danger d'un groupe qui ressasse la même doctrine, ce n'est pas seulement que la doctrine est morte, c'est qu'ils sont morts sans le savoir en train de la garder. C'est qu'ils deviennent les gardiens de leur propre tombeau.